La vérité sur la différence de force entre les 4 périls, la transformation en bête chaotique des périls, les nouvelles capacités des chevaliers rouges et noirs, la folie d'Arthur, l'écart de puissance entre les Sins et les périls. Vous découvrirez tout cela dans cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça va super. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la première vidéo long format qui marque officiellement mon retour sur YouTube. Ça m'a tellement manqué. Alors on va parler du chapitre 154 des 4 chevaliers de l'apocalypse. Ouais, je reprends les reviews en commençant directement avec ce nouvel arc de fou. Si vous vous demandez si je vais faire ou non des reviews des anciens arcs, restez jusqu'à la fin, j'en parle. Pour les plus pressés, il y aura peut-être des timelines pour sauter directement aux infos qui vous intéressent. Pour eux ce chapitre m'a tellement plu, peut-être parce qu'on a Arthur en mode chaos total et un gain de puissance incroyable des faux périls. Dans cette vidéo, on va explorer le nouveau gain de puissance des faux membres des 4 périls, leur nouvelle capacité, le sacrifice qu'ils ont dû faire pour acquérir cette puissance, leur transformation en bête chaotique et bien sûr la folie d'Arthur. Il y a aussi une petite parenthèse sur l'élixir ancien bien évidemment. Mais bon, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Ce chapitre commence directement avec un retour au royaume éternel. Arthur, comme appris au chapitre 131 par Bertholep, convoque Ironside et Pelgard pour avoir désobéi à ses ordres concernant les péchés capitaux. Arthur reproche à Ironside de ne pas comprendre qui sont vraiment les péchés capitaux. Ironside réplique qu'il sait très bien qui ils sont. Avec seulement 10% de ses capacités physiques, Ban l'a humilié alors qu'il était à 100% de sa forme. Quelle humiliation. Ironside concède à Arthur d'agir rapidement face à la menace que représentent les péchés. En réponse, Arthur dévoile un cadavre enveloppé dans une couverture. Lorsqu'Ironside la retire, il découvre la sorcière blanche Waraldan, exposée avec ses entrailles à l'air sur une page extrêmement gore. En examinant le corps de cette dernière, Arthur identifie la signature du grizzly de la paresse, King. Il montre à Ironside ce qui arrive à ceux qui se précipitent dans la bataille contre les légendaires Seven Deadly Sins. Il avertit qu'aucun humain dans leur verse ne peut les battre. Leur puissance dépasse de très loin celle des simples mortels. Ironside demande alors s'ils doivent laisser les péchés capitaux agir à leur guise juste parce qu'ils sont surpuissants. Arthur répond qu'avec leur niveau actuel, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, mais qu'il existe un moyen de les affronter sans y laisser la vie, se hisser au même niveau qu'eux. Puisque les péchés ont dépassé le stade humain par des moyens d'entraînement et tout, eux aussi doivent le faire, mais sans passer par ces entraînements. Ils doivent, à l'image de la puissance des péchés capitaux, se débarrasser de leur humanité pour acquérir cette puissance écrasante. Nous avons Waraldan commençant à se guérir en écoutant les mots d'Arthur. Arthur ajoute un commentaire plutôt cool, disant oui, tout comme Waraldan et Bertholep l'ont fait, ce qui confirme que Waraldan et Bertholep n'ont pas cette puissance par hasard. Ils ont abandonné leur part humaine pour acquérir une puissance possiblement équivalente à celle des péchés. Je vais y revenir. Waraldan est maintenant complètement guéri et a réussi à voler l'élixir ancien du royaume des fées, confirmant ainsi que l'élixir est bien entre les mains de Camelot. Sa mission est donc accomplie. Mais bon, en ce qui concerne cet élixir et ce qui a poussé Arthur à la convoiter, j'ai vu différentes théories à ce sujet, dont une théorie voudront tout simplement qu'Arthur le convoite pour pouvoir faire à ce que toutes les races non humaines deviennent humaines. Mais bon, perso, sans vraiment passer par 4 chemins, j'y crois moyen, car avec les différents problèmes dont souffre le royaume éternel, ce serait, je pense, assez incohérent qu'Arthur veuille faire un truc aussi simple, surtout avec ce qui sera fait par la suite dans ce chapitre. Voilà pourquoi je pense perso qu'Arthur pourrait convoiter l'élixir ancien pour pouvoir combler le plus gros inconvénient du royaume éternel, c'est-à-dire le fait de ne rien soigner, mais de juste stopper tout en entrant à l'intérieur de ce royaume. Avec cet élixir, Arthur pourrait peut-être faire à ce que les maladies et les autres calamités soient vraiment effacées dans ce royaume. Voilà pourquoi je pense perso qu'Arthur pourrait convoiter l'élixir ancien pour pouvoir combler le plus gros inconvénient du royaume éternel, c'est-à-dire le fait de ne rien soigner, mais de juste stopper tout en entrant dans ce royaume. Avec cet élixir, Arthur pourrait peut-être faire à ce que les maladies et les autres calamités soient vraiment effacées dans ce royaume. Nous aurons donc peut-être, après son utilisation, Diodra en pleine forme, ayant maintenant été libéré de ce poison qui lui paralyse depuis sa naissance. Donc en bref, avec cet élixir, Arthur pourra peut-être complètement donner une autre vie aux habitants de Camelot, effaçant littéralement toutes sortes de calamités dont souffre une personne distincte dans ce royaume. C'est un jamais. Laissez-moi me donner vos avis dans les commentaires. Après avoir su que Waraldan avait pu voler l'élixir ancien, Arthur calmement lui félicite et lui demande comment s'est passé son combat contre le roi des
défier King. Waraldan répond qu'il a été à la hauteur de ses attentes. King est incroyablement fort, mais pas imbattable. Même si ce n'est pas dit explicitement par elle, elle sous-entend quand même que King était exactement comme elle l'imaginait. Ce qui laisse penser, je pense, que si elle s'était vraiment donnée durant ce combat, elle aurait peut-être pu tenir tête au moins d'éveiller de King. Je vais y revenir. Waraldan informe ensuite Arthur et les autres de l'événement inattendu survenu dans le royaume des fées. Le chevalier de la mort, Perceval, a ressuscité. Ironside est surpris et note que la mort de son beau-frère, Mortlach, n'aura servi à rien. Pelgard confirme les dires de Anne lorsqu'ils étaient dans son domaine, selon lesquels Perceval était toujours vivant. Mais il est interrompu dans ses pensées par Arthur, qui lui trouve assez ennuyeux, lui disant de cesser sa comédie, car il sait depuis longtemps que sa loyauté envers lui avait disparu. Malgré cela, il apprécie toujours ses compétences et sa nature humaine, mais il ne peut pas tolérer sa trahison. Pelgard essaie de nier les accusations, mais Waraldan intervient, expliquant qu'après la fuite de la team Perceval et Gauser, elle a utilisé sa magie de mémoire dans cette région pour reformer en illusion les événements passés. Elle a alors vu Pelgard conclure un pacte avec Gauser pour les aider à s'échapper du royaume éternel. Ironside est stupéfait et demande à Pelgard si c'était vrai. Pelgard se met en garde, prête à riposter à toute attaque, mais Arthur, toujours maître de la situation, lui dit de ne pas lui jeter ce regard sombre. Il ne cherche pas à ressasser les événements passés, mais à donner à chacun un choix, en montrant l'image de leurs proches. Il ajoute que c'est cette affaire qui compte le plus, l'affaire concernant les péchés et les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Nos chers chevaliers chaotiques sont grandement étonnés de voir leurs proches ainsi. Arthur demande ensuite pourquoi ces deux-là le servent en tant que membre des 4 périls. N'est-ce pas pour protéger leurs proches et Camelot, la terre qu'ils appellent maison? Avec l'existence des péchés capitaux et des 4 chevaliers de l'Apocalypse, tout cela est voué à s'effondrer avec le temps. Il leur demande donc s'ils vont continuer de se battre en tant qu'humains, accumulant ainsi les défaites et risquant de perdre ce monde idyllique pour eux, ou s'ils vont abandonner leur humanité, ce qui leur permettra de devenir victorieux et de protéger leurs proches et ce royaume qu'ils aiment tant. Descendant de son trône, Arthur leur dit que le choix leur appartient. Il ne les forcera en aucun cas à faire quoi que ce soit, mais ils doivent impérativement choisir entre ces 2 chemins qu'il leur offre. Ils sont assez partagés sur la question. Pelgard, bien que trouvant cela méprisable, accepte, voyant que, d'après la vision d'Arthur, l'utilité prime avant tout. Tu peux être un traître, mais si tu es utile, je te garderai parmi mes rangs, dit Arthur. Pelgard accepte donc son offre. Ironside demande s'il pourra vraiment protéger son fils Diodra avec ce choix, et Arthur lui répond que oui. Ironside accepte aussi. Arthur entame donc le contrat avec eux en implantant le pouvoir du chaos en eux. Waraldan commente qu'ils auraient dû faire cela plus tôt, mais Arthur explique que le contrat avait besoin de leur accord pour fonctionner. Ayant plus de fierté qu'elle, qui avait accepté dès le départ, c'était impossible avant. Arthur ajoute un point intéressant en disant: c'était probablement à cause de mon côté humain que j'hésitais à le leur suggérer. Cela montre qu'Arthur a dépassé le stade de simple humain, devenant un être plus chaotique qu'autre chose. Mais sa partie humaine subsiste toujours, le faisant hésiter sur ses prises de décision. Cependant, cette partie humaine est minimale, la partie dominante étant sans aucun doute son côté chaotique. Les chevaliers rouges et noirs ont enfin terminé de passer le contrat. Waraldan demande à Ironside comment a été sa première fois, mais ce dernier, assez arrogant, lui dit de se taire. Arthur leur dit de se réjouir, car ils sont maintenant vraiment devenus des membres des 4 périls, la garde rapprochée d'Arthur Pendragon. Diodra sera sans aucun doute fier de lui, dit Arthur. Ironside, en écoutant ce nom, se demandera tout simplement qui c'était. Pelgard demande alors à Arthur qui est cette femme devant eux, et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Avant d'aller plus loin, laissez-moi brièvement vous parler du prix que ces derniers ont dû payer pour obtenir ce gain de puissance. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont dû sacrifier leurs souvenirs. Ironside ne se souvient plus de Diodra et Pelgard ne se souvient plus de sa femme. Ils sont devenus des marionnettes surpuissantes d'Arthur. Ils ne peuvent lui trahir. Mais bon, s'il y a bien quelque chose que la nation Taizan nous a montré, c'est que même si une personne perd ses souvenirs, ces derniers ne sont pas un concept que l'on peut facilement manipuler. Pour preuve, Diane, qui avait eu sa mémoire effacée par Gauser, avait quand même fini par se souvenir qu'elle aimait King. Nous pourrions donc imaginer un Ironside, après quelques événements, se souvenant qu'il est Perceval de tout son cœur, ou à l'inverse, un Pelgard voyant en Percy l'enfant qu'il n'a jamais eu. Qui sait, seul l'avenir nous le dira. J'ai vraiment kiffé ce chapitre. Au début, je pensais que la mise à jour du côté d'Arthur se ferait en quelques pages, mais je suppose que c'était suffisamment important pour justifier un chapitre entier. Ironside et Pelgard avaient besoin d'un buff de puissance, donc leur amélioration n'est pas une surprise en soi. Il est intéressant de noter que Bertholep et Waraldan avaient apparemment déjà subi cela à un moment donné. Cela explique pourquoi ils n'ont pas été les facteurs majeurs dans la guerre sainte d'il y a 18 ans, malgré leur force impressionnante. Même si je m'attendais à ce que Waraldan soit déjà assez forte avant cela, étant une ancienne sorcière. En plus d'une amélioration
de leurs statistiques de base, j'imagine qu'il y a quelque chose de plus dans ce bœuf chaotique. Ironside et Pelgard ont désormais des yeux supplémentaires sur leur corps et le chaos a un historique établi de mutation de personnes en monstres. Je m'attends donc à ce que quelque chose de similaire leur arrive. Ceci est encore plus renforcé par le fait que les 4 périls dans la mythologie chinoise sont un groupe de monstres et que le code couleur des 4 périls dans le manga correspond à celui des bêtes gardiennes homologues des 4 périls. Peut-être verrons-nous un Ironside oiseau, une tortue Pelgard, un tigre Waraldan et un dragon Bertholep, qui sait, ce serait assez dingue. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Une autre chose intéressante à noter pour les nouveaux pouvoirs des périls est leur niveau de régénération. Waraldan a apparemment réussi à ressusciter d'entre les morts. Toutefois, le fait que les forces d'Arthur aient été mises en jeu quelques instants avant que cette dernière ne se soigne complètement reste ambigu. Soit il y a un délai important pour se remettre de blessures graves, soit cette régénération doit être déclenchée par Arthur lui-même. Cela pourrait signifier que le quatuor devra tuer les périls puis se précipiter pour vaincre Arthur avant que les 4 périls ne reviennent à la vie. Cela ajouterait une certaine tension à la grande bataille contre les forces de Camelot. Ou encore nous pourrions voir le quatuor affronter les 4 périls pendant que les Seven Deadly Sins affronteront Arthur Pendragon, le roi du chaos. Je me demande aussi si cet aspect de régénération sera ce qui permettra aux périls de vaincre les péchés. Même avec ce boost du chaos, j'ai des doutes que les périls soient réellement plus forts que Meliodas, Ban ou King. Mais avec tout ce que Waraldan peut faire sans utiliser son pouvoir chaotique, juste en utilisant des sorts de base, la question de leur niveau de puissance reste ouverte. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et si ce buff de puissance est effectivement ce qu'il faut aux forces d'Arthur pour vaincre les péchés, comme le prédit la prophétie de Guenièvre, pourquoi Arthur ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Bien sûr, Ironside et Pelgard devaient consentir au sacrifice de leur humanité. Mais les facteurs qui les ont poussés à faire ce choix ne sont pas nouveaux. Arthur aurait pu utiliser leur proche comme monnaie d'échange à tout moment. Et ils le servent depuis près de 20 ans. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps, surtout qu'il a lancé son invasion de Britannia il y a 2 ans? A-t-il découvert comment implanter des monstres du chaos dans d'autres personnes pendant l'ellipse temporelle? Sa capacité à partager son pouvoir est-elle limitée d'une manière ou d'une autre par la croissance du royaume éternel? Ce qui signifierait qu'il a dû attendre que ce royaume grandisse avant de pouvoir engendrer davantage de monstres chaotiques. J'espère avoir plus d'infos à ce sujet. En ce qui concerne la trahison de Pelgard envers Arthur, je m'attendais à ce qu'Arthur prenne sa femme en otage pour le forcer à combattre le quatuor et qu'il meure dans le processus. Mais le fait qu'il ait désormais oublié sa femme signifie qu'il pourrait y avoir une tentative de le sauver en lui rappelant ce qui compte vraiment pour lui. Cette évolution pourrait en fait augmenter ses chances de survie par rapport au scénario alternatif, selon que l'acte de renoncer à son humanité est ou non un processus réversible. Lorsqu'il réalisera finalement son erreur, sera-t-il capable de rejeter le pouvoir du chaos et de revenir à la normale, ou devra-t-il accomplir un acte de sacrifice héroïque pour retrouver un semblant d'humanité dans l'au-delà? En ce qui concerne Ironside, c'est un véritable salaud, avec ou sans son humanité, donc il n'y aura pas de changement lui concernant. J'attends juste sa mort teasée par Guenièvre lorsqu'il l'avait ramené à Camelot. Quant à l'impact sur Arthur lui-même, avec tout ce qu'il a fait avec le chaos, déjà je pense que le maintien du royaume éternel affecte ses pouvoirs, mais en ce qui concerne l'amélioration des autres, le fait que ça ait ou non un impact sur lui reste assez ambigu. La capacité d'un méchant à donner du pouvoir à ses acolytes peut devenir très rapidement incontrôlable. C'est pourquoi Nakaba a veillé à limiter la capacité du roi démon à le faire en établissant que les commandements étaient constitués de morceaux de son pouvoir. La même chose s'appliquait probablement à la divinité suprême et aux archanges, d'où la raison pour laquelle il n'y avait que 4 archanges au lieu de 40 ou 400. Même Hendrickson et ses chevaliers sacrés du début de la nation de Taizan étaient limités par le nombre de personnes pouvant résister au sang du démon sans exploser comme Twigo. Je pense que l'un de ces facteurs limitants sont probablement également vrais pour Arthur. C'est pourquoi les 2 seuls chevaliers améliorés que nous avons vus jusqu'à présent étaient membres des 4 périls. Peut-être est-ce pourquoi les 2 autres périls furent les prochains à subir le même processus 2 ans après le début de l'invasion d'Arthur. Étant donné que les périls sont clairement un groupe d'élite comme les 10 commandements, je pencherai davantage pour l'idée qu'ils brandissent réellement des fragments du chaos d'Arthur plutôt que d'être simplement compatibles avec le pouvoir du chaos par hasard. D'autant plus qu'Arthur n'a rien mentionné sur un risque d'échec. Cette interprétation du commandement est peut-être également étayée par le fait qu'Arthur a littéralement donné des parties de lui-même à Ironside et Pelgard pour leur accorder ce buff. Il a dû activer le chaos créant ainsi des monstres et les a ensuite implantés dans Ironside et Pelgard, ce qui nous montre que ce sont des parties de lui qu'il leur a donné. Donc peut-être bien qu'Arthur leur a donné une partie de sa puissance chaotique. N'hésitez à me donner vos avis dans les commentaires. Bien sûr, il est important de noter que dans le cas d'Arthur, le sujet doit accepter de rejeter son humanité pour recevoir ce buff. Toujours en ce qui concerne le consentement avec le contrat, beaucoup de chevaliers chaotiques sont probablement dans une position similaire à celle d'Ironside, Pelgard et Jericho. Ils dépendent de la magie du royaume éternel pour
pour rester avec leurs proches, ce qui les rend faciles à contraindre. Par conséquent, j'ai du mal à croire que la question du consentement constituerait un obstacle majeur pour Arthur lorsqu'il s'agit de perfectionner ses chevaliers. Une autre chose à considérer est de savoir si les chevaliers du chaos normaux ont même besoin de ce buff de puissance en premier lieu. De toute façon, ils ne constitueront probablement pas une menace sérieuse pour le quatuor du destin, donc cela n'a pas vraiment d'importance. Leur donner des outils spéciaux comme des bâtons du chaos devrait suffire à les rendre compétitifs face aux équipes de support du quatuor. Mais bon, le fait qu'Arthur puisse ou non donner ses pouvoirs à sa guise reste assez ambigu, même si perso je suis plus enclin à penser à une assez grande limite, peut-être en termes de niveau de force. Peut-être faut-il atteindre un certain niveau de puissance avant qu'Arthur puisse implanter le chaos en ses chevaliers. Pour ceux qui trouvent la chronologie des événements incohérente, voici une explication assez cohérente. Quand Ironside et Pelgard sont revenus de leur rencontre avec Ban, ils ont croisé Bertholep qui leur a dit d'aller immédiatement à la salle du trône. Cependant, ils n'ont pas immédiatement obéi, probablement parce que Pelgard voulait qu'Ironside soit guéri en premier lieu, comme il l'a mentionné dans cette scène. C'est pourquoi Pelgard se trouvait à son château lorsque le groupe de Han est arrivé peu après dans son domaine. Waraldan est probablement allé inspecter les lieux après la fuite du groupe d'Han, découvrant alors la trahison de Pelgard. Elle s'est ensuite téléportée dans le royaume des fées et s'est fait tuer, son cadavre étant ramené à Camelot. À ce moment-là, Ironside fut finalement guéri et lui et Pelgard allèrent rencontrer Arthur, ce qui nous mène aux événements de ce chapitre. Voilà, j'espère que vous avez un minimum compris ce que je voulais expliquer plus tard. En ce qui concerne les nouvelles capacités de ces derniers, on pourrait imaginer un Ironside pouvant invoquer des esprits directement issus du chaos, ou peut-être existe-t-il des esprits de plus haut rang que le djinn. La dinguerie serait qu'il puisse invoquer des esprits de vie à sa guise, en soit un adversaire parfait pour Percy, et nous aurons peut-être un Pelgard devenant un peu comme Escanor, sans l'influence du soleil, capable de manipuler un feu encore plus dévastateur et possédant d'autres capacités encore plus cheatées. C'est un jamais. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires. Et enfin, je vais terminer cette vidéo en vous expliquant ce qui serait fait pour les anciens chapitres. En fait, j'ai tout simplement pris la décision de faire des résumés d'arc pour vous parler des anciens chapitres, mais je ne commencerai pas directement avec l'arc du royaume éternel qui marque le début de cette nouvelle saga. En fait, je vais d'abord commencer par l'arc Lyonesse pour avoir vos retours et voir si je peux ou non continuer avec ce format. J'espère que ça vous plaira. Et enfin, en ce qui concerne la différence, le niveau entre les 4 périls et les Seven Deadly Sins, si par exemple les 4 périls n'ont pas le niveau des Seven Deadly Sins, et ben n'oubliez pas qu'il y a le chevalier qui peut diminuer les capacités physiques de tout individu au 10e de sa puissance réelle, comme il avait fait bien évidemment avec Ban. Donc ce chevalier pourrait tout simplement faire à ce que les 4 périls puissent se battre au même niveau que les Seven Deadly Sins, sinon pas le niveau des Deadly bien évidemment. Donc gardez en tête que selon moi, ce chevalier pourrait marquer la différence bien évidemment. Mais globalement, le chapitre 54 des 4 chevaliers de l'Apocalypse était exceptionnel. Il nous montre enfin pourquoi il existe une telle différence de force au sein des 4 périls. Nous voyons les 2 faux membres des périls devenir des membres authentiques des 4 périls avec le contrat avec le chaos. Ont-ils enfin le niveau des Seven Deadly Sins que nous réservent les chevaliers d'élite du royaume éternel, les 4 périls? L'avenir nous le dira. Les chevaliers de l'Apocalypse et les Seven Deadly Sins n'ont qu'à bien se tenir. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais encore tellement de choses à dire, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Ça fait toujours plaisir, putain. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à les check. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.